une petite transgression par rapport effectivement au sujet de votre programme, puisque effectivement moi j'ai choisi, et je vais vous présenter du coup quelque chose autour du partenariat en santé, mais en l'intégrant comme étant une innovation thérapeutique et organisationnelle, parce que effectivement ce partenariat en santé, il s'inscrit dans le soin, mais il concerne forcément les organisations. Donc voilà, un petit peu de transgression pour commencer. Alors, j'ai envie de vous poser la question et de nous poser la question, pourquoi parler effectivement de partenariat en santé ? Pour ça, plusieurs choses, et je vais revenir effectivement sur certains éléments de contexte et dans quel contexte effectivement s'inscrit ce sujet du partenariat en santé et le sujet effectivement du partenariat et de la relation soignant-soigné. Alors tout simplement parce que on a quand même des éléments autour de la transition épidémiologique, qui est un véritable enjeu pour notre système de santé. Notamment effectivement avec une évolution de la prévalence des maladies chroniques et forcément de fait une évolution des dépenses de santé et qui représente aussi ces maladies chroniques un coût socio-économique. En France, on a un peu plus maintenant de 20% de la population qui est concernée par une maladie chronique, ça représente quand même un actif sur 6. Ça représente plus de 2/3 des remboursements totaux de l'assurance maladie. Et donc, ça pousse à réfléchir effectivement à une transition de la prépondérance des soins aigus vers effectivement la prépondérance des soins chroniques pour effectivement penser la pérennité de notre système de santé. On a quand même encore un système de santé qui est ancré sur le modèle de la maladie aiguë, avec une pensée médicale qui reste et qui est quand même organiste, basée sur effectivement l'organe. Et pourtant, effectivement, un certain nombre d'auteurs, notamment Reich, nous indique que seulement, dans le cas des patients diabétiques, seulement 7% des patients vivant avec un diabète sont observants à toutes les recommandations qui leur sont données. Donc ça amène effectivement à réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait proposer à une forme de... Okay. Donc du coup, cette maladie chronique, elle appelle forcément à une évolution, voire une réévolution de la relation soignant-soigné, des propositions qui vont être faites et des accompagnements du coup qu'elle implique. Je pense qu'il est important aussi de repositionner un petit peu tout ce que amène et tout ce que implique l'expérience de la maladie chronique et l'expérience de vie avec une maladie chronique. On parle beaucoup effectivement maintenant depuis plusieurs années du travail effectivement du malade et de rendre visible ce qui est invisible. En effet, faire l'expérience d'une vie avec la maladie chronique, c'est être producteur d'un ensemble d'activités au service effectivement de son maintien de soi en vie. Parce que, effectivement, les personnes concernées sont obligées d'être acteurs dans le quotidien et dans la prise en soin et dans le soin qu'ils vont effectivement aussi faire par eux-mêmes. La maladie chronique, c'est un épisode initiatique et autodidacte. C'est aussi un processus de transformation personnelle. C'est forcément, là encore, devenir autrement le même. Et effectivement, Ben Saïd nous dit d'ailleurs, devenir autrement le même, il explique que être malade, c'est changer. Mais changer, c'est tantôt être un autre, tantôt être autrement le même. Or, cesser d'être le même, c'est se perdre. Donc la maladie chronique implique un certain nombre de changements, mais aussi des bouleversements qui peuvent être des bouleversements identitaires. D'autres auteurs, effectivement, là aussi, parlent de ce travail de malade, et notamment Strauss qui dit et qui pose le fait que parmi les personnes qui réalisent un travail dans un lieu, et notamment l'hôpital, contribuant directement ou indirectement aux soins délivrés aux patients,
Il est une classe de travailleurs qui est rarement identifiée comme telle. Ces travailleurs, les patients, ne détiennent aucun titre professionnel. Les tâches qu'ils accomplissent passent le plus souvent inaperçues, bien que paradoxalement, elles soient souvent présupposées et attendues. Bien entendu, ce travail n'est pas rémunéré par l'hôpital. En fait, la plus grande partie de ce travail reste complètement invisible aux professionnels, soit parce qu'il n'est pas accompli sous leur regard, ou parce qu'il n'est pas défini comme un travail. Et Anne Coulter, qui a mené effectivement une recherche en 2011, effectivement, dit dans la recherche qu'elle a menée qu'en moyenne, un patient passe entre 5 à 10 heures avec les professionnels de santé concernant effectivement sa santé, et en même temps, lui et son entourage prennent soin de sa vie avec la maladie jusqu'à 6250 heures par an. Et Bienvenue nous dit que le métier du patient, on parle déjà de métier, est une condition nécessaire pour vivre au quotidien avec une maladie chronique. Donc du coup, ça nous amène à tout simplement aussi parler des savoirs d'expérience, des savoirs effectivement d'usage qui ont été posés en préambule effectivement du démarrage des différentes interventions. Parce que forcément, effectivement, faire cette expérience de vie avec la maladie, c'est aussi des apprentissages qui seront faits au quotidien et qui sont des apprentissages issus de cette expérience de vie avec la maladie. Pour le Robert, les savoirs, c'est tout simplement l'ensemble des connaissances d'une personne, d'une collectivité, par l'étude, par l'observation, par l'apprentissage ou par l'expérience, et ou l'expérience. Et donc un ensemble cohérent de connaissances plus ou moins systématisées, acquises par une activité mentale suivie. Delory Monberger, pour elle, effectivement, elle pose la maladie par les nouvelles conditions d'exercice de la vie qu'elle impose et indique qu'elle inaugure un nouvel espace de projection de soi dans lequel sont reconfigurés le rapport de soi à soi et à son existence, les relations à autrui, les manières d'être dans le monde, et transformant ainsi le système de connaissance du sujet et contribuant à la possible élaboration des nouveaux savoirs. Olivia Gross, qui est effectivement chercheur à l'Université Paris 13, elle parle effectivement, elle, de 5 types de savoirs, en tout cas elle a identifié 5 types de savoirs. Donc les savoirs expérientiels implicites qui concernent la personne elle-même, pour elle-même, les savoirs expérientiels explicites qui vont pouvoir être mis au service d'autrui, des savoirs effectivement situés qui là sont plus des savoirs collectifs et qui vont pouvoir être remobilisés là aussi pour le collectif et pour autrui, des savoirs savants qui sont des connaissances générales et abstraites sur un domaine de la santé et des savoirs experts. Alors, pour là aussi, en termes de contexte, c'est important de repositionner un petit peu cette notion de patient. La notion de patient, effectivement, elle a emprunté au latin patient, qui veut dire tout simplement qui supporte, qui endure, qui souffre. Et donc, le mot suggère à la fois de la souffrance de l'individu face à la maladie et sa dépendance, du coup, à la personne qui le soigne. Avec le développement d'une éthique et d'un droit du patient, apparaît l'idée que celui-ci est non plus l'objet de soins, mais un sujet non assujetti, ce qui va nous amener progressivement à arriver à ce patient objet de soins, à ce patient sujet en soins, ou cette personne sujet en soins. Le médecin père du patient, du coup, va muter, ou doit muter, en médecin père de l'usager. Du coup, ça entraîne effectivement un besoin de reconnaître la singularité des activités du sujet en soins et de notre patient. Et ça remet forcément en cause et en question les modèles traditionnels de la relation soignant-soigné. Donc dans tout ça, effectivement, il y a différents enjeux et des enjeux effectivement qui concernent l'ensemble des acteurs et des protagonistes. Donc pour les patients, l'enjeu c'est de devenir acteur de sa santé, comprendre et agir en acteur conscient. Et pour les professionnels de santé, c'est de développer justement les capacités d'apprentissage du sujet en soins à partir de ces situations de vie et abandonner la position de celui qui sait le bien de l'autre. Alors du coup, ce partenariat en santé,
Alors, partenariat en santé, partenariat de soins, partenariat soignant-soigné, puisqu'on a effectivement encore des choses qui ne sont pas toujours stabilisées et tout dépend effectivement sur quel modèle ou concept on s'adosse. On a effectivement, en termes de soins, des différents modèles. Donc ce modèle biomédical, le modèle biopsychosocial que vous connaissez certainement tous, parce que je sais effectivement que c'est des choses que vous abordez, notamment dans vos études ou dans les pratiques pour les professionnels qui sont présents. La relation effectivement soignant-soigné, on a là aussi différents modèles fonctionnels pour Saatchi Hollander, avec cette relation activité-passivité où le patient est passif et le médecin est actif. Là, le modèle effectivement direction-coopération où le patient suit ce qu'on lui dit de faire, ce que le médecin effectivement lui dit de faire, avec un pouvoir conscient du malade qui est donné au médecin, autrement appelé la relation effectivement médicale paternaliste. Et un modèle qui est plus la participation mutuelle, qui est plus fréquent d'ailleurs dans les maladies chroniques, où la phase de réadaptation nécessite une interaction sur la base du pouvoir partagé, d'une interdépendance, et qui apporte une satisfaction pour les deux parties. C'est ce type de relation d'ailleurs qui est plutôt à l'origine des éducations pour la santé et de l'éducation thérapeutique du patient. Donc ça implique effectivement la reconnaissance de la capacité d'agir du sujet en soins et de la personne. Alors dans tout ça, effectivement, puisqu'on parle de ces savoirs, des savoirs expérientiels, des apprentissages qui sont faits, des savoirs collectifs, des savoirs experts, on a vu au fil des années l'émergence d'une nouvelle figure dans le système de santé, qui est le patient expert. C'est pas nouveau, parce que ce patient expert, ça date déjà de quelques siècles, puisque la première fois qu'un patient est identifié comme ressource pour autrui, c'était en 1793. Après, on a eu tout ce qui est autour du mouvement des alcooliques anonymes, qui a permis effectivement l'attribution de la première forme d'élaboration des savoirs collectifs. La fin des années 80 qui a été effectivement marquée par notamment un certain nombre d'affaires entre les infections nosocomiales, l'amiante, les maladies de Creuset-Jacob et le sida et ainsi de suite. Là, il y a eu des mouvements activistes qui sont venus aussi et qui ont fait émerger des figures de patients qui sont venus amener et apporter aussi de la connaissance au milieu médical, notamment dans le cadre du sida par exemple. Quand cette épidémie est arrivée, on n'avait pas de connaissances sur le sujet et la grosse majorité des connaissances que l'on a aujourd'hui sur le sida est issue effectivement des malades et des patients, parce que par le biais effectivement un certain nombre d'entre eux ont fait le choix on fait le choix de s'observer pour aller voir un peu ce qui se passait, les évolutions en termes de symptômes et ainsi de suite, pour les partager effectivement avec les médecins, et ça a permis effectivement de construire aussi la connaissance sur le sujet. Et ça a fait émerger aussi, là encore, une figure encore plus importante d'un patient ou deux patients qui pouvaient être producteurs de connaissances et de savoir. On ne va pas tous les passer parce que depuis, il y en a eu un certain nombre. L'émergence effectivement de cette nouvelle figure, elle s'est un peu plus, on va dire, donné un peu plus de place avec la loi dite Kouchner, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, puisque effectivement cette loi Kouchner a institutionnalisé la nouvelle place des patients et usagers dans le système de santé. Donc la première fois qu'on a utilisé le terme de patient expert, c'était en 1999, au sein de la NHS, donc le système de santé anglais.
Alors, la problématique de ce terme du patient expert, c'est qu'effectivement, le terme n'est pas stabilisé et qu'il existe derrière un nombre assez important de terminologies. Vous les avez là sous les yeux, je ne vous les citerai pas tous. Mais du coup, ça implique que ce terme-là, il est polysémique et encore aujourd'hui, il fait débat, notamment effectivement auprès des professionnels de santé, mais pas que. Il questionne effectivement la notion d'expertise et de quelle expertise on parle. Donc du coup, moi personnellement, mais plein d'autres effectivement sur notre territoire, j'introduis cette notion effectivement de patient partenaire pour essayer aussi de sortir de la problématique polysémique de la terminologie de patient expert qui fait qu'à un moment donné, on se questionne plus sur de quelle expertise on parle que finalement des actions et des missions qui sont menées par ces patients, quel que soit effectivement le nom qu'on leur donne ou qu'ils se donnent. Alors, le partenariat, la notion effectivement de partenariat soignant-soigné. Là aussi, on parle de partenariat, ce sujet il est très, très, très vaste. Au XIe siècle, le terme il prend sa signification dans les racines latines partitio et partitio technis, qui signifie la part d'un butin que chacun s'octroie avec les notions sous-jacentes de partage et de séparation ou division. 2 siècles plus tard, ce concept-là, on le retrouve chez les anglo-saxons sous la forme de partenaire qui désigne l'associé, le codétenteur de quelque chose. Au XIVe siècle, ce terme il évolue vers le terme partenaire pour définir une personne associée dans les domaines du jeu, de la danse et du sport. Dume, en 2002, définit le partenariat comme une méthode d'action coopérative fondée sur un engagement libre, mutuel et contractuel d'actions différents mais égaux qui constitue un acteur collectif dans la perspective d'un changement des modalités d'action, faire autrement ou faire mieux, sur un objet commun de par sa complexité ou le fait qu'il transcende le cadre d'action de chacun des acteurs et élabore à cette fin un cadre d'action adapté au projet qui les rassemble pour agir ensemble à partir de ce cadre. Après, dans une lecture en mode projet, Boutinet, lui, définit le partenariat comme un essai de combinaison de ressources humaines et non humaines qui sont associées dans le même ensemble pour réaliser un dessin spécifique et qui implique du coup une nouvelle concession. Donc voilà, cette notion de partenariat, c'est pareil, c'est un terme qui est polysémique. On fait du partenariat à différents niveaux, différents types de partenariats, dans des domaines très différents. Alors, en ce qui nous concerne, on va dire un petit peu plutôt dans notre champ d'action, qui est plutôt le domaine de la santé, le partenariat soignant-soigné, il y a effectivement plusieurs modèles qui existent et qui ont des similitudes assez importantes. Là, j'ai fait le choix effectivement de vous parler, en tout cas de vous présenter rapidement 2 grands modèles. Donc, le modèle de Montréal, alors juste pour reprendre un petit peu, qui indique effectivement qu'il y a un vrai défi de synchronisation entre effectivement d'un côté des professionnels sur un modèle plutôt de soins plutôt biomédical et de l'autre côté des patients ou proches qui sont eux dans un modèle qui est leur modèle de l'expérience. Et que du coup, à un moment donné, ces différents acteurs, il faut essayer de synchroniser un petit peu, sachant que les besoins, les attentes et les objectifs des uns et des autres ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qu'il peut être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut synchroniser et construire des choses ensemble. Alors pour effectivement le partenariat qui est le partenariat de soins, qui s'appelle effectivement partenariat patient dans le cadre du modèle de Montréal. Pour ce modèle-là, ce partenariat patient, c'est un engagement réciproque entre patients et professionnels de santé sur la base de la complémentarité des savoirs. Et caractérisé par le co-leadership d'actions communes, la co-construction et la co-responsabilité, notamment par rapport aux résultats des actions réalisées conjointement. Dans ce modèle-là, effectivement, le patient partenaire est considéré comme
un intervenant au même titre que tous les autres professionnels, et que du coup c'est un intervenant au même titre que tous les autres professionnels au service effectivement du projet de vie du patient. Le deuxième modèle effectivement que j'ai choisi de vous présenter, ou en tout cas de vous proposer aussi, c'est le modèle de l'Université libre de Bruxelles. Pour ce modèle-là, le partenariat patient, c'est une coopération entre patients et professionnels de santé, s'engageant consciemment dans un dialogue délibératif en vue d'une compréhension partagée de la situation de santé qui les rassemble afin de co-construire un projet en lien avec un objectif commun dans une dynamique de co-apprentissage et de partage de responsabilités et de pouvoir au sein d'une relation équilibrée. Alors du coup, ce partenariat, on va dire soignant-soigné, c'est pur, il peut s'exercer et il s'exerce à différents niveaux. Alors déjà, effectivement, au niveau de la relation de soins, au niveau effectivement du colloque singulier, puisque ce partenariat, il peut être mené effectivement pour soi, pour ses propres soins. Il peut aussi effectivement être mis en œuvre pour ses pairs, pour effectivement d'autres patients. C'est le cas effectivement des patients qui sont les patients témoins qui témoignent peut-être dans l'éducation thérapeutique, qui peuvent témoigner effectivement dans la formation ou qui vont effectivement être dans l'accompagnement de pairs dans le cadre effectivement des actions associatives par exemple. Mais il peut aussi s'exercer, et donc là du coup cette figure de patient partenaire peut intervenir aussi avec les professionnels de santé, que ce soit effectivement en tant que ressources au niveau des équipes de soins, de la qualité et de la gouvernance, que du coup, donc, plutôt effectivement avec les équipes de soins. Ça peut être aussi un patient partenaire formateur qui du coup va intervenir dans l'ingénierie de formation ou dans le mentorat. Ça peut être aussi un patient chercheur qui va intervenir effectivement sur tout ce qui est recherche et développement. Et un autre niveau effectivement sur lequel on peut retrouver ces figures de patients partenaires, c'est plutôt au niveau de l'évolution du système de santé. Donc ces patients aidants partenaires, parce que patient partenaire effectivement inclut la notion de proche aidant en santé, sont pour la plupart effectivement formés et ils mettent à profit des compétences qui mobilisent ses propres savoirs ou des savoirs expérientiels, tous les savoirs collectifs, au service d'autrui, donc pour ses pairs, pour les professionnels de santé, pour le système de santé et pour la société en général. Alors qu'est-ce qu'effectivement, du coup, ce patient partenaire ou ce partenariat en santé peut apporter et quel est l'apport effectivement des savoirs expérientiels et l'intervention ou l'implication des patients partenaires. Notamment dans les éducations en santé, ça amène souvent une crédibilité des messages éducatifs par les pairs éducateurs. La notion d'identification peut être importante et permet effectivement à d'autres patients de pouvoir aussi s'identifier à une personne qui, quelque part, vit des situations similaires à la leur et pouvoir effectivement aussi réfléchir à finalement se projeter sur autre chose. C'est même compléter effectivement les apports éducatifs qui sont menés dans le cadre notamment de l'éducation thérapeutique. Ces patients partenaires dans les éducations en santé, forcément ils vont pousser à réfléchir à des éducations beaucoup plus centrées sur les besoins des personnes. Cette notion de complémentarité des savoirs et complémentarité des visions qui, par justement le croisement et l'échange, vont permettre effectivement d'élargir le champ des possibles et d'élargir les sujets qui peuvent être proposés dans le cadre de ces éducations. Du coup, ça va impliquer des programmes éducatifs plus orientés vers les compétences psychosociales et ça peut aussi améliorer le dialogue soignant-soigné par le biais effectivement d'une médiation qui peut se mettre en place par le patient partenaire. Dans la formation des professionnels de santé, ça permet tout simplement aux soignants d'appréhender la maladie sous un autre angle à travers le prisme de la vie avec la maladie.
Et ces savoirs expérientiels sont complémentaires du savoir académique et favorisent du coup une nouvelle approche dans la pratique de soins. Dans la recherche, forcément, intégrer des patients partenaires, c'est aussi la possibilité d'appréhender les sujets de recherche ou d'appréhender le système de santé en intégrant aussi le point de vue du patient. Alors, ce sujet du partenariat en santé, malgré tout, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, notamment sur notre région. Ça reste quand même aussi un sujet de controverse, parce qu'effectivement, ça implique de repenser la relation soignant-soigné, mais bien au-delà effectivement des discours, des affiches et des postures. Ça nécessite effectivement des nouveaux équilibres de la relation. Ça implique notamment la reconnaissance des savoirs expérientiels, mais c'est aussi un apprentissage réciproque patient-professionnel de santé. Parler effectivement un peu plus tôt de la relation symétrique, donc effectivement de pouvoir passer d'une relation de soins asymétrique vers une relation plus symétrique. Mais par contre, effectivement, ça veut dire que croisement des savoirs, ça implique certainement aussi un partage des pouvoirs, et donc un partage en termes de décision, de leadership et de responsabilité. Il y a une problématique aujourd'hui quand même sur le territoire, en Occitanie, mais partout ailleurs, c'est justement l'identification et l'implication de ces patients partenaires, de ces figures, de ces nouvelles figures, parce que finalement, aujourd'hui, on identifie plus spécifiquement des personnes qui ont un statut, donc les membres associatifs ou les représentants d'usagers, qui sont effectivement qui ont ce statut qui existe notamment de par la loi. Et du coup, ça engage pour demain à penser plus effectivement par le biais des compétences. L'identification et donc du coup de réfléchir à identifier des missions pour établir des profils de patients en fonction de leur savoir. Et en fonction effectivement des missions sur lesquelles on voudrait et on pourrait travailler avec ces patients partenaires, on va, par rapport aux compétences nécessaires, aller plutôt vers telle ou telle personne ou tel effectivement profil. Il y a une tension effectivement qui existe ou qui peut arriver entre justement les représentants d'usagers et les bénévoles associatifs qui ont un statut et qui ont une reconnaissance, on va dire, dans le système, et le patient partenaire qui, pour la majorité des patients partenaires, en tout cas identifiés, notamment en Occitanie, sont des personnes qui ont suivi des formations, donc il peut y avoir effectivement une tension. Et ça pense effectivement à la réflexion autour de l'implication de ce patient partenaire, et ça peut amener effectivement à cette notion de professionnalisation qui là aussi peut être un point qui peut faire un petit peu débat. Et ça implique aussi forcément la formation des patients partenaires, ceux qui voudraient effectivement pouvoir intervenir, notamment comme patients ressources, formateurs ou chercheurs, mais aussi effectivement des professionnels de santé partenaires. J'ai fait le choix aussi du coup d'inscrire un petit peu cette présentation dans un contexte qui est celui de notre région, puisque effectivement dans le cadre du projet régional de santé, l'Agence régionale de santé a notamment pour ambition le renforcement de la place des droits des usagers pour une relation soignant-soigné renouvelée autour des soins de qualité. Et notamment, il y a un certain nombre de priorités, et une des priorités opérationnelles que l'on retrouve dans le projet régional de santé, c'est promouvoir un partenariat soignant-soigné de qualité pour permettre à l'usager d'être acteur de sa santé, et qui décline un ensemble de projets structurants contribuant au développement du partenariat en santé et qui prévoit de mobiliser l'ensemble des professionnels et des usagers de la région. Dans cette priorité, le partenariat est défini comme une coopération entre le patient et ses proches et les intervenants de la santé dans un objectif de réalisation du projet de vie du patient. Il comporte plusieurs niveaux d'engagement des patients au-delà des soins directs,
comme l'organisation des services et de la gouvernance, l'élaboration effectivement des politiques de santé, l'enseignement, la recherche. Et au-delà des soins directs, il est mis en œuvre par des patients aidants volontaires et formés pour apporter leur savoir expérientiel de la vie avec la maladie et contribuer à la qualité des prises en charge et à celle du système de santé. Et il favorise une plus grande connaissance et une meilleure compréhension des enjeux pour les patients, les soignants et les institutions. Donc du coup, pour cela, je trouvais intéressant effectivement, certainement qu'un certain nombre d'entre vous le savent peut-être, mais pas sûr, pour effectivement mettre en œuvre notamment cette priorité opérationnelle importante, l'ARS Occitanie a fait le choix de créer, de mettre en place le CRIAPS, qui est le Comité régional d'impulsion et d'analyse du partenariat en santé. Ce CRIAPS, il existe aujourd'hui, il a été mis en place au printemps dernier, et il regroupe effectivement l'ensemble des acteurs qui peuvent et qui veulent être partie prenante de ce partenariat en santé, donc notamment les instituts de formation, que ce soit les facultés de médecine, ici, les sciences de l'éduc, les CHU, et ainsi de suite. Tout ce qui est, toutes les fédérations effectivement d'Occitanie, la Fédération hospitalière de France, la Fédération hospitalière privée, FEAP, et ainsi de suite. France Asso Santé, qui regroupe parmi ses membres un grand nombre d'associations de patients sur le territoire, les différentes unions régionales de professions de santé, les UTEP, des associations en santé, et après aussi des personnalités qualifiées, alors soit des patients, soit des patients partenaires déjà identifiés, des personnes issues de l'éducation thérapeutique, des centres de simulation, l'IVIPAL. Donc effectivement quelque chose d'assez vaste, large. Et du coup ce CRIAPS, il a mis en place un certain nombre de groupes de travail, et notamment de réfléchir à cette notion de culture partagée, puisqu'on voit bien effectivement, on a bien vu que tout ce qui est autour du partenariat en santé, derrière ces termes-là, on n'y met pas tous la même chose, tout le monde effectivement n'a pas la même définition. Donc il y a un groupe de travail culture partagée qui va être effectivement amené à réfléchir à justement c'est quoi cette culture qu'on partage tous ensemble et les notions sur lesquelles on est effectivement d'accord en ce qui concerne le partenariat en santé. Il y a un groupe de travail communication pour justement communiquer sur ce sujet du partenariat et promouvoir un petit peu le partenariat. Il y a un groupe de travail de formation justement pour réfléchir à toutes ces notions de compétences, les compétences du partenariat, quelles sont-elles, est-ce que ce sont les mêmes effectivement pour les patients, pour les professionnels de santé, voilà. Mais en tout cas ces compétences autour du partenariat. Et après quelque chose qui est plus en lien avec une recherche, puisque ce projet est mené dans le cadre d'une recherche-intervention, donc qui est dynamique représentationnelle pour réfléchir à tout ce qui est là, les représentations professionnelles des différents acteurs du partenariat. Juste rapidement, et pour terminer, ces missions donc, de ce comité régional d'impulsion et d'analyse du partenariat en santé, c'est impulser et faire diffuser la culture du partenariat, promouvoir effectivement ces différents acteurs, que ce soit les patients partenaires, professionnels engagés dans le partenariat, analyser et agir sur les freins et leviers et définir les axes prioritaires de développement et les moyens de les mettre en œuvre. Il m'a semblé effectivement intéressant de repositionner du coup ce sujet, et notamment parce qu'on parle d'innovation, en tout cas sur les travaux qui sont menés par l'Agence régionale de santé, parce que forcément derrière tous ces travaux-là, cette priorité opérationnelle va amener un certain nombre d'actions, et je trouvais du coup intéressant sur les années qui vont venir, intéressant que du coup vous puissiez avoir en tête aussi ces éléments, parce que ça peut changer considérablement aussi un certain nombre de choses, notamment sur l'implication des patients partenaires. Il y a de fortes chances qu'à l'issue des travaux, il y ait peut-être des choses un peu particulières qui seront peut-être menées pour impliquer de plus en plus de patients partenaires à différents niveaux. Dans la bibliographie, si le partage de documents peut vous servir, mais voilà, j'en ai fini. Je vous remercie en tout cas de votre attention.